pour échanger avec un format qu'on a appelé regard croisé, mais qui est comme une table ronde, mais un petit peu moins ronde. Et plutôt qu'organiser un temps de 1h30, 2 heures avec 5 ou 6 intervenants qui peut être un peu frustrant pour tout le monde, on s'est dit qu'on allait réduire les intervenants et on va avoir 3 tables rondes d'affilée. Et, euh, et donc celle-ci s'intitule « La citoyenneté économique peut-elle sauver l'avenir ?» Le titre n'est pas de moi. Parce que si... donc c'est un honneur pour nous de recevoir Benoît Hamon, qui est président de ESS France et de SINGA, et qui est également ancien ministre délégué à l'ESS. Et Isabelle Ferreras, professeure à l'Université catholique de Louvain, sociologue et politologue, et coordinatrice du réseau Democratizing Work. Et si on prend comme point de départ ce qui peut être quelque chose d'un peu commun entre vous deux, qui est l'ouvrage que Benoît a coordonné en 2022, dans lequel Isabelle avait écrit. Et c'est un ouvrage sur la citoyenneté économique qui s'appelait justement « La citoyenneté économique peut-elle sauver l'avenir ?» Et Isabelle y a contribué en qualifiant la citoyenneté économique d'ardente obligation. Donc on peut se demander depuis 2022, dans la situation actuelle, est-ce que c'est encore le cas en 2025 ? Et je vais vous inviter tous les deux à répondre en réponse courte, comme ça on va pouvoir échanger. Et n'hésitez pas. En quoi la citoyenneté économique et la démocratie dans l'organisation nous permettra-t-elle aujourd'hui de réparer la démocratie ? Bon, d'abord, bonjour à tous. Alors, vous allez comprendre que mon état de santé est précaire, mais bon, rien à voir avec le contexte politique, peut-être celui des virus, mais pas le contexte politique. Mais je vais essayer de répondre à cette question. D'abord, merci. C'est la première fois que je viens à l'école des mines, donc je suis très heureux d'être ici. En quoi la citoyenneté économique peut-elle réparer la démocratie ? La réponse la plus immédiate, elle est peut-être à regarder dans la vie politique ou l'état de santé démocratique de notre propre pays. Quand on interroge aujourd'hui la santé démocratique de la France et qu'on pose la question à ceux qui en sont en théorie aujourd'hui les plus ardents représentants, les élus, ils vous répondront que la démocratie va plus ou moins bien. En général, ils poseront un diagnostic relativement modéré sur l'état de la démocratie, mais ils répondront quasi exclusivement par des propositions qui concernent le champ de la démocratie représentative, le fonctionnement des institutions, la 5e ou la 6e République, la nécessité de faire des lois de décentralisation, blablabla, toutes choses extrêmement utiles, je ne me prononce pas là-dessus. J'ai moi-même un avis et je suis absolument persuadé qu'on peut sortir de la démocratie représentative immature qui est celle que caractérise, en tout cas que moi j'observe à travers le fonctionnement de la 5e République, mais en l'espèce, si ces réponses-là sont utiles, elles passent complètement sous silence ce que nous pouvons faire pour réenchanter la démocratie dans l'ordre économique. En tout cas, réenchanter la démocratie tout entière en s'attachant à démocratiser l'économie. Voilà un champ dans lequel la réflexion aujourd'hui, hormis sur le plan académique, hormis parmi quelques organisations syndicales ou quelques organisations de la société civile, voilà un domaine où personne ne pense, aujourd'hui ne dit, que pour réenchanter la démocratie tout entière, il faudrait faire en sorte que le citoyen producteur, le citoyen consommateur, le citoyen travailleur ait la possibilité d'être un citoyen aussi dans l'entreprise, donc de participer à des choix, que le pouvoir soit partagé, qu'il soit partagé et qu'il amène à la délibération collective. Dans ce champ-là, la République reste bien aux portes de l'atelier, tel que Jaurès le constatait à la fin du XIXe siècle. Et le constat qu'il faisait à la fin du XIXe siècle est toujours le même aujourd'hui, un siècle plus tard. La démocratie est aux portes de l'atelier. Et nous vivons même d'ailleurs un moment de contre-révolution qui s'attache plus à
priver les citoyens de leurs droits qu'à renforcer leur capacité à pouvoir s'exprimer dans l'entreprise. Donc, voilà ma première réponse, c'est qu'en clair, aujourd'hui, je pense que cette question de la démocratie dans l'économie est une question absolument centrale si on s'attache véritablement à vouloir réenchanter la démocratie tout court. J'enchaîne. Alors, en hommage à la devise des mines que j'ai découverte ce matin, qui apparemment est de réconcilier théorie et pratique, je voudrais citer Eric Olin Wright, un sociologue américain, malheureusement décédé, mais Eric avait développé cette vision qu'effectivement la démocratie n'est un projet soutenable que si elle s'étend et elle s'approfondit. Et effectivement, tout ce que Benoît Hamon vient de dire par rapport à la démocratie politique, ben c'est en fait le défi d'aujourd'hui, c'est d'approfondir la démocratie dans la démocratie politique. On voit bien les limites aujourd'hui qu'atteignent cette démocratie représentative et ses institutions. Mais il faut aussi, donc non seulement approfondir la démocratie là où elle existe, où elle est reconnue comme l'idéal légitime, mais aussi l'étendre là où elle n'est pas reconnue comme l'idéal légitime, c'est-à-dire dans le champ économique. Et je pense que le moment qu'on vit avec cette investiture de Donald Trump est extrêmement quand même saisissant pour nous mettre vraiment face, je pense, la réalité face en face à face avec nous-mêmes, c'est-à-dire que moi je le vois comme finalement l'aboutissement d'une logique où c'est ce que j'ai appelé la contradiction entre capitalisme et démocratie. Donc au fond, le capitalisme, c'est aussi un régime de gouvernement, c'est une manière d'organiser les rapports politiques entre nous. Le capitalisme, c'est un régime politique qui réserve les droits politiques de gouverner à ceux qui ont un apport en capital. Pour cette raison, la société anonyme est vraiment son institution phare, puisque dans la société anonyme, il n'y a pas de droit politique à ceux qui n'apportent pas d'apport financier en capital. Et donc, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est finalement l'aboutissement de cette logique où le champ politique est réduit à être ce règne de ceux qui apportent en capital. Et finalement, c'est ce qu'on peut appeler le despotisme du capital qui est en train de prendre totalement pied maintenant à Washington. Et la démocratie politique, en fait, elle est à genoux. Je pense dans le cas américain, elle est globalement perdue pour le moment. Et pour nous, en Europe, je crois que ça doit vraiment nous servir de moment de réveil. Évidemment, je ne parle pas à nous qui sommes dans cette salle. Je pense que nous, dans cette salle, nous sommes bien convaincus de ça. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Mais nous sommes des propagateurs potentiellement de cette lecture pour que les gens puissent comprendre, les citoyens puissent comprendre que ce qu'ils expriment quand ils vont voter pour l'extrême droite, quand ils vont rejeter ce système qui effectivement ne répond pas à leurs attentes, c'est une fin démocratique, F-A-I-M. En fait, ils attendent de pouvoir peser sur leur présent, leur avenir. Ils veulent plus de démocratie et ce n'est pas la fin, F-I-N, inéluctable, qui est écrite aujourd'hui, effectivement, qui maintenant est bien engagée du côté américain. Donc, comment démocratiser le champ économique pour que là où les gens sont gouvernés au quotidien, ils puissent vivre en tant que citoyens et que cela se mette à alimenter positivement dans un cercle vertueux notre démocratie politique, c'est ça le défi, je pense. Merci beaucoup. Il y a un an environ, j'étais à un colloque sur l'entreprise qui ne parlait pas d'entreprise démocratique. Et la personne qui intervenait disait dans le monde, il y a trois types d'entreprises, et c'est une question de pouvoir. Il y a les entreprises à l'anglo-saxonne qui appartiennent, à l'américaine qui appartiennent à leurs dirigeants, l'entreprise à l'anglaise qui appartiennent à leurs actionnaires. Et il y a aussi quelques entreprises qui appartiennent à leurs travailleurs, dont le pouvoir est aux travailleurs, mais ça ne fonctionne pas, parce qu'elles sont toutes petites, parce que c'est qu'une certaine frange d'entreprise et ça n'est que applicable à certaines. Et si on veut vraiment changer le monde, la question se pose, et c'est la critique qui vient directement quand on parle de coopératives ou d'autres formes d'entreprises qui
qui vise à être davantage démocratique. C'est est-ce que la est-ce que toutes les entreprises peuvent être démocratiques? Est-ce que les travailleurs peuvent être tous citoyens de leur organisation? C'est compliqué de répondre à cette question. J'ai essayé de faire une réponse. En fait, je trouve qu'on est passé vite sur la première question. J'ai encore un truc à dire sur la. Si vous permettez. Parce que même si j'ai le cerveau un peu ralenti par le virus, c'est ce que vient de dire Isabelle qui me pousse à vous dire ce que je vais vous dire maintenant. En fait, il faut qu'on arrête de raisonner, nous, en pensant qu'on attend de nous des propositions pour une période réformiste, classique, business as usual. Je m'explique, je ne suis pas en train de vous... on attend de nous des propositions qui pourraient nourrir l'équivalent, au moment où, je l'espère, le retour balancier se fera, l'équivalent d'un nouveau programme de la libération. Parce que ça va secouer, là. Il faut qu'on arrête de penser que ce qui est en train de se passer aux États-Unis va sans doute faire bouger les rapports de force, probablement un peu plus encore en faveur du capital que ça ne l'était déjà. Quand même, c'est ça qui est fou. Mais que après, on va rentrer dans une période social-démocrate sympathique où on va venir à nouveau accommoder le système d'un certain nombre de mesures qui rendront les choses plus douces pour les masses. Allez, je fais vite, je suis grossier, mais simplement pour vous dire, ma conviction, c'est que ça va secouer non seulement très très fort, mais que on ne sait pas les uns et les autres ce qui subsistera des institutions, de nos modèles de protection sociale, de nos références, de nos services publics, même des institutions européennes à l'issue de ce cycle-là, de 4 années de Trumpisme. Donc, ce qu'on attend de nous, me semble-t-il, ce que moi j'attends en tout cas de chercheurs et de responsables politiques, de syndicalistes, tout ce que vous voulez, de gens qui se disent il faut indiscutablement continuer à parier sur la démocratie, sur la délibération collective, sur l'intelligence collective, sur l'homme, tout simplement. C'est un programme pour le moment où nous serons collectivement arrachés à ce qui semble être aujourd'hui une offensive plus que réactionnaire. Je veux dire, qu'il faille que, pardon, je fais une toute petite parenthèse, mais qu'il faille que Chapoutot, historien du nazisme, dise si c'est un salut nazi à propos d'Elon Musk, on est quand même chez les fous, quand même, pour qu'il faille convoquer Chapoutot pour nous confirmer que Elon Musk a bien fait un salut nazi. Oui, c'est un salut nazi. Et ce sont donc des gens qui font des saluts nazis qui aujourd'hui dirigent les États-Unis d'Amérique. Voilà, point. Après, on peut ergoter, mais c'est ça, la réalité. Donc, le programme qui se met en œuvre de ce côté-là de l'Atlantique, sur le plan économique, sur le plan, sur le plan social, sur le plan démocratique, va conduire à des bouleversements considérables. D'abord parce qu'il est en train de disloquer un camp, qui est le camp occidental, et donc ça va avoir des conséquences sur nous. Donc, le programme qu'il faut préparer, c'est celui de la sortie de ce cycle-là. Et à l'évidence, nous devons construire un grand programme démocratique. Et ce grand programme démocratique doit embrasser, évidemment, le champ de l'économie, a fortiori quand on sait le rôle qu'aura eu le capitalisme dans cet énorme coup de balancier vers l'extrême droite. Je dis même plus la droite, parce que ça n'a plus aucun sens, là, véritablement vers l'extrême droite. Voilà, fin de ma parenthèse personnelle sur ce point-là. Est-ce que toutes les entreprises peuvent être démocratiques ? Bon, le fait est qu'aujourd'hui, nous raisonnons une personne égale une voix, en tout cas dans les entreprises démocratiques. Ailleurs, on raisonne $1 égale une voix, pour faire vite. C'est-à-dire, je mets de l'argent, j'investis, plus je mets de capital, plus j'ai de pouvoir dans l'entreprise. Donc la question est de savoir comment on change cette règle du jeu-là.
À l'évidence, pour commencer par les entreprises de l'économie sociale et solidaire, on va dire le modèle le plus abouti d'entreprise démocratique, c'est la SCOP ou la SIC. Mais les autres le sont déjà bien moins. La mutuelle, la grande coopérative agricole le sont bien moins. Il n'y a d'ailleurs pas d'association spécifique des travailleurs à la décision. On peut même regarder le champ associatif. Là aussi, nous avons des entreprises démocratiques, mais où les salariés ne sont pas associés aux décisions. Quand bien même nous disposons d'études qui montrent que plus les salariés sont associés au projet associatif, plus le bien-être au travail s'améliore et plus ces entreprises sont résilientes. Donc, on doit aussi regarder la question de la démocratisation des entreprises comme quelque chose qui doit être poussé à l'intérieur des entreprises non lucratives, pour commencer. Puisque c'est ce champ-là, moi, qui m'intéresse, c'est-à-dire les entreprises qui sont à la fois non lucratives et démocratiques. Et le fait est qu'il y a un gros enjeu à ce que ces modèles-là soient des modèles qui s'améliorent et se perfectionnent. Alors la bonne nouvelle, depuis que moi j'ai pris la tête de ESS France, j'étais assez circonspect sur ce qu'était l'état de l'économie sociale et solidaire en France. Et j'observe la fin, je le pose là, puis après je ne veux pas être trop long, la fin de cette époque où les entreprises de l'économie sociale et solidaire, dans un certain nombre de marchés concurrentiels, pensaient que pour pouvoir continuer à grandir, pour pouvoir continuer à adresser leur mission, il fallait qu'elles ressemblent à leurs concurrentes de l'économie classique. Nous sortons de cela, et depuis le champ coopératif, des grandes coopératives, comme depuis le champ des assureurs mutualistes, il y a une demande, désormais, de réinvestir le champ de la gouvernance démocratique, ou en tout cas de la manière dont on peut redevenir démocratique quand on ne l'est plus tout à fait, quand on est gros, quand on est dans un secteur concurrentiel, et qu'on perçoit qu'aujourd'hui, cette forme d'isomorphisme qui a consisté à vouloir ressembler à tout prix aux concurrents de l'économie conventionnelle, a conduit un certain nombre de ces entreprises à perdre à la fois le fil de leur histoire, mais probablement aussi à perdre des batailles économiques. Donc moi, j'observe la fin de ce cycle-là, et la volonté de réembrasser pas seulement une histoire, hein, mais quelle peut être la modernité d'un engagement démocratique pour des grandes entreprises comme celle-là en 2024, ou 25, pardon. Donc, c'est qu'un petit élément, hein, c'est de manière un peu impressionniste, je vous mets une petite touche de peinture sur le tableau. Ça ne fait pas encore une œuvre d'art, mais il y a des choses qui sont en train de se passer qui sont intéressantes. Alors, pour enchaîner sur cette question, donc, je répondrai de manière décisive. Enfin, oui, tous les travailleurs, les travailleuses, les personnes qui travaillent sont appelés à devenir des citoyens, des citoyennes de travail. Mais effectivement, comment rendre ça possible dans tous les contextes, c'est bien le défi. Et il me semble qu'ici, c'est utile de faire une distinction qui parfois sème un peu la confusion, en particulier quand on regarde aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui sont marquées par une diversité en soi. Il me semble que c'est utile de distinguer deux choses. La question des objectifs de l'organisation. Ces objectifs, en fait, doivent être multiples. Ça, on pourrait dire que c'est un des axiomes d'une économie démocratique. C'est que si vous voulez faire en sorte qu'une économie rentre dans les limites planétaires, vous ne pouvez plus, vous devez vous séparer des entreprises qui vont dire « Nous, on a un seul objectif et notre objectif unique, c'est le profit pour l'actionnaire. » Mais ça, en fait, c'est pas compatible avec la vie sur Terre, tout simplement. Donc, je veux dire, ces formes-là d'entreprise, il faut les voir s'éteindre le plus vite possible. Donc, la question des objectifs de l'entreprise, qu'elles soient multiples, c'est ce que Julie Battilana appelle les organisations hybrides, qui vont réussir à hybrider une série d'objectifs. Deuxièmement, il y a la question du gouvernement interne de l'organisation en tant que tel. Et là, je pense qu'il faut pouvoir répondre de manière décisive, oui,
ceux qui sont gouvernés par les règles et principes de l'organisation, eh bien, si on veut une économie qui soit compatible avec notre engagement démocratique sociétal, mais il faut que là, les citoyens au travail soient des citoyens effectivement dans l'entreprise. Et là, je pense qu'il faut maintenir une distinction importante entre ce qui est la partie constituante de l'entreprise, que sont ceux qui investissent en travail, et donc ceux qui sont gouvernés par les règles de l'organisation, et puis ceux qui sont des parties prenantes, qui sont impactées, affectées par le fonctionnement de l'organisation, par le produit qu'elle vend, par le service qu'elle rend, mais là qui ne sont pas au quotidien gouvernés. Et là, on peut rentrer dans une série, évidemment, de débats plus raffinés. Par exemple, si vous prenez les patients d'un hôpital, ben vous voyez bien que les patients d'un hôpital, ils sont en partie gouvernés par les règles de l'hôpital. Donc cela peut justifier que l'on considère que ces patients vont être représentés dans les organes de gouvernement de l'hôpital pour avoir une voix sur ces règles de fonctionnement auxquelles ils vont devoir se soumettre. On peut réfléchir, par exemple, aux entreprises, aux réseaux sociaux, en se disant, en fait, les réseaux sociaux, ils vendent cet investissement en communication que font tous les usagers, qui postent des choses et qui font en sorte que, en fait, cette plateforme a de quoi vendre de la publicité. Eh bien, donc, sont en fait des investisseurs en travail. Dans la plateforme, il n'y a pas seulement ceux qui sont salariés de l'organisation, pas seulement ceux qui sont sous-traitants de l'organisation, il y a aussi ceux qui, en fait, utilisent en tant qu'usagers, ils investissent en travail parce qu'ils produisent le produit qui sera vendu. Donc, il y a là toute une série de débats à tenir sur qu'est-ce qu'être un citoyen dans l'entreprise. Mais si on pouvait évidemment être dans un monde où en fait c'est ça les questions qu'on se posait, ça serait génial, on ne serait sans doute pas d'accord et il y aura un pluralisme des formes de gouvernement de l'entreprise démocratique qu'il faudra soutenir. Mais ça, ce seraient les questions passionnantes. Merci beaucoup. Justement, les questions, on se les pose. Je me demande si je vous pose une dernière question ou si j'ouvre les débats. Je me dis qu'on va ouvrir les débats. Je rajouterais juste qu'il y a un truc qui peut alimenter les débats, donc je ne vais pas poser de questions, justement. Mais c'est quelque chose dont j'ai l'impression, aujourd'hui, plus qu'hier, c'est la prise de conscience par les entreprises de leur rôle politique. Et on le voit du mauvais côté, mais aussi du bon côté. C'est-à-dire que hier, une entreprise, on lui disait tu as un rôle politique. Elle disait ah non, moi je fais de l'entreprise, du business, de l'économie. Aujourd'hui, on dit à une entreprise tu as un rôle politique. Ah d'accord, je vais changer la société alors. Et j'ai l'impression que ça évolue énormément. Nous avons une question de... je vous invite à vous présenter. Christian Yarbid, bonjour, je suis président d'une mutuelle et on a déjà eu l'occasion d'échanger avec Isabelle, mais je ne peux pas répondre ou aller sur le même terrain qu'Isabelle parce que la question quand on est président d'une mutuelle et on n'a pas le choix, c'est pas la démocratie pour les salariés, c'est la démocratie des adhérents. Et les mutuelles, Benoît a cité les mutuelles d'assurance, mais c'est quand même des centaines de milliers de personnes. Donc je ne peux pas poser la question dans les mêmes termes parce que moi, ma question démocratique, elle est institutionnelle. Je n'ai pas le choix. Je suis censé, moi, en tant que président, incarner cette collectivité qui n'existe plus, précisément, d'ailleurs, vous qui n'existe pas, d'adhérents. Donc je ne peux pas poser premièrement la question, mais alors les autres questions restent, mais je ne peux pas premièrement poser la question de la démocratie pour les salariés, puisque moi j'ai déjà un problème de question de démocratie vis-à-vis des 240 000 adhérents que notre mutuelle gère. Et je n'ai pas la réponse non plus. L'autre question qui est là, c'est qu'effectivement, en tant que mutualiste, je n'ai pas d'actionnaire. Pour autant, un certain nombre des questions qui se posent déjà là, parce que j'interviens sur un marché concurrentiel. En plus, notre mutuelle est fait que du B2B2C, comme on dit en français. Et que donc, je suis dans un marché ultra concurrentiel. Mais il n'y a pas que le poids. Il y a le poids du marché, il n'y a pas le poids des actionnaires, mais il y a aussi le poids de toute une série de réglementations qui ignorent ça. Qui ignorent et qui nous guident et qui nous entraînent, qui font que la seule solution qu'on ait, et je terminerai sur ce qu'a dit
Corentin pour arriver à refaire démocratie dans des conseils d'administration qui ne sont pas des spécialistes des sujets, puisqu'ils représentent les adhérents. Dans une mutuelle santé, finalement, le plus légitime à présider ou à diriger une mutuelle santé, ça serait un médecin. Or, les réglementations prudentielles, économiques, enfin, donc voilà, bon, ben, elles sont pas, sont rarement même à la portée des actuaires qui gèrent les boîtes, mais non, c'est autre chose. Mais c'est pas le sujet des médecins. En quoi un médecin est légitime à présider une mutuelle alors qu'il représente les intérêts de patients? Et cette question-là, on n'a pas la réponse. Ou le seul embryon de réponse qu'on a, c'est ce que disait Corentin, c'est de repolitiser les questions. C'est de refaire de la politique. Sinon, on fait de la technique, on est dans de grandes mutuelles et on agit comme les autres. Si on ne repolitise pas les questions qui se posent autour de l'accès à la santé ou autre, effectivement, on ne fera pas démocratie pour les adhérents. Après, on peut faire démocratie pour les salariés, d'une certaine façon, mais on ne fera pas démocratie pour les adhérents. Je peux répondre à Christian? Oui. Alors, merci beaucoup pour cette question qui peut-être va me permettre d'être un petit peu plus claire. Je pense qu'il y a un modèle qu'on peut tenir, qu'on peut avoir à l'esprit et qui n'est peut-être pas le modèle, je pense, Christian, que tu partagerais, que je ne partage certainement pas. C'est le modèle de la démocratie athénienne, dans lequel les fonctionnaires d'Athènes étaient des esclaves. OK ? Donc, l'idée, c'est, vous pouvez lire Paulin Aymar sur cette question, c'est passionnant de voir que les citoyens athéniens, pour justement s'assurer que les fonctionnaires n'allaient pas dévoyer la volonté du démos, ont décidé que les fonctionnaires de la ville ne pouvaient être que des personnes qui n'avaient pas les droits politiques. Alors, je crois que le modèle de la mutuelle aujourd'hui que tu défends n'est sans doute pas celui-là. Et donc, il faut chercher... Oui, mais évidemment, il l'a été. C'est pour ça qu'il est très intéressant de raisonner avec l'histoire de la démocratie en tête et de considérer qu'on comprend mieux les enjeux des entreprises quand on les voit comme des entités politiques qui sont face à cet enjeu de la démocratisation, que je pense qu'est une contrainte de démocratisation. Mais donc, dans l'histoire, il y a eu plusieurs modèles. Et on est passé par ce moment-là où on a considéré que pour être sûr qu'on poursuivait bien nos objectifs, on allait totalement aliéner ceux qui étaient les premiers gouvernés par les règles et décisions de l'organisation. Donc il faut penser pluralité de la représentation. Et ici, je pense que là aussi, l'histoire politique est pertinente parce que qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, mettons quand les lords britanniques sont dans leur propre chambre, ont une chambre des lords. Mais vous pensez bien qu'un lord, il est là parce qu'on l'a considéré comme un membre légitime de la Chambre des Lords parce qu'il a toutes ses propriétés, la terre de l'Angleterre. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la Chambre des Commons? Tous ceux qui vont faire en sorte que l'entité, elle fonctionne. Les représentants des villes, les représentants du Commons, c'est-à-dire ceux qui bossent, pour être clair. Et donc, l'idée n'est pas de renoncer totalement à une légitimité du côté de ceux qui seraient ceux qui doivent être servis par l'organisation. Et on peut considérer que dans une mutuelle, ceux qui sont servis par l'organisation, effectivement, doivent avoir un droit légitime. Mais la Chambre des Commons, c'est quoi? C'est une autre légitimité à la représentation qui donne accès à aussi un droit collectif de validation et de veto des décisions de l'entité commune. Parce que l'idée qu'il y a là derrière, c'est de reconnaître que finalement, sans ce pluralisme des contributions, on va le dire comme ça pour être positif dans le cas, on n'a pas d'entité commune, on n'a pas d'entreprise, on n'a pas de mutuelle. Donc on a besoin à la fois de membres, mais on a besoin de ceux qui investissent en travail au quotidien pour rendre ça possible. Parce qu'avoir l'objectif d'une mutuelle sans avoir des gens qui travaillent, ça va juste rien donner non plus. Et donc, là, l'idée, quand on regarde l'histoire, le bicamérisme est une institutionnalisation de cette idée. C'est l'idée qu'en fait, il y a différentes manières de contribuer à l'existence de l'entité commune sans lesquelles l'entité n'existerait pas. Et au nom de ça, on reconnaît en fait un droit de veto collectif. C'est une manière de compter les votes. Et vous avez un peu ça dans l'idée de la SIC en France, qui est très intéressante à mon sens, que la SIC, c'est vraiment une particularité française. Et l'idée de la SIC, pour la faire évoluer par rapport à nos débats, pourrait être de dire, eh bien, le collège de ceux qui travaillent,
devrait avoir un droit de veto collectif sur les décisions, mais sans retirer le droit de peser des autres collèges. Mais oui, il y a une légitimité extrêmement forte quand on est gouverné par les lois de l'organisation à pouvoir peser sur ces lois. Pour rebondir sur ce que vient de dire Isabelle, et spécifiquement sur la question des mutuelles en France, cette question de savoir pour les mutuelles quelle stratégie elles adoptent pour régénérer la question démocratique en leur sein, elle leur est dictée par le contexte. Depuis l'ANI et d'autre part récemment le fait que les fonctionnaires sont couverts en complémentaire santé, non pas sur la base d'un choix individuel, mais désormais sur le choix de leur employeur, rompt le lien qui était celui d'un citoyen à sa complémentaire et qui était lié au fait qu'il adhérait individuellement à celle-ci. Je choisis la MGEN parce que le projet de la MGEN me plaît et donc assez spontanément, je suis intéressé par les débats d'orientation en son sein et donc je m'implique dans la démocratie interne. Dès lors que le conseil d'administration de la MGEN a maintenant en tête que son interlocuteur ou son souverain, c'est le ministre qui choisit à chaque renouvellement je ne sais plus quel est le cycle, mais de la concession, qui va couvrir tous les profs. Le souverain n'est plus le million d'adhérents de la mutuelle, mais le ministre qui décide si, oui ou non, le contrat collectif va à la MGN ou à AXA. Donc, ça change radicalement la nature de ces organisations et leur gouvernance. Et donc, faire vivre la démocratie, c'est-à-dire retrouver un souverain qui ne soit pas celui qui vous paye ou qui vous cède la concession, mais bien le collectif des adhérents de la mutuelle et par extension, et je partage ce que dit Isabelle, celles et ceux qui font vivre celle-ci, c'est-à-dire les salariés, ça va être, me semble-t-il, un vrai grand enjeu pour la mutualité française, si elle veut continuer à être définie aux yeux de tous par ses caractéristiques démocratiques. Oui, alors j'avais une petite question qui me tient à cœur. Comme on le disait en intro de la journée, on est entre personnes convaincues de l'utilité de démocratiser les organisations. Et parallèlement, ces enjeux dans le débat public, dans l'espace médiatique, ils disparaissent. On est même en train parfois de nous ériger en dangereux extrémistes qui menacent l'économie et le pouvoir d'achat. Et finalement, l'espace populaire de débat autour de ces questions, il se réduit comme peau de chagrin. Du coup, la question, c'est simple, c'est comment réimposer ces enjeux qui sont cruciaux au centre du débat public, médiatique, populaire. Alors, merci pour cette question, Joseph. Je pense j'ai absolument pas la réponse, mais 2 éléments de réponse pour alimenter notre réflexion commune. Premier élément, je pense qu'on a intérêt à réfléchir dans le cadre d'une trajectoire de démocratisation de nos économies. Et plutôt que, comme on le voit parfois, soit montrer qu'il y a une économie sociale et solidaire qui correspond un peu à notre idéal, mais c'est vraiment vu comme une sorte de réserve d'Indiens en train de se réduire peut-être potentiellement. Ça n'est pas tellement, c'est pas tellement mobilisateur. Et je pense que ça aussi nous invite, nous, à nous voir comme chacun contribuant par différentes expertises à penser qu'en fait, on peut imaginer une trajectoire de démocratisation de l'ensemble de l'économie qui doit converger vers cet idéal type qui est la coopérative de travailleurs, avec peut-être d'autres collèges pour d'autres raisons, mais cette souveraineté citoyenne dans l'entreprise. Ça donne un peu plus de force, je pense, que de considérer juste qu'il y a quelques entreprises qui correspondent à un idéal, mais que toutes les autres n'y sont pas du tout. Parce que ça peut faire aussi droit à la légitimité de ce qui se passe concrètement sur le terrain. Certainement, Thomas Coutreau en parlera aujourd'hui, dans
des entreprises tout à fait despotiques de capital, il y a des marges de liberté qui sont prises par des personnes, un délégué syndical ici, un responsable d'équipe là-bas, et qui sont en train de faire avancer des espaces d'autonomie dans le travail. Et donc, essayer d'alimenter une sorte de vision large, je dirais, d'une trajectoire de démocratisation de l'économie, me semble plus inspirant et plus engageant. L'autre point, et donc pour pas se vivre comme une sorte de réserve d'Indiens, de gauchistes là qui ont rien compris, alors tout le monde a bien compris que bon, hein, c'était pas ça qui allait gagner aujourd'hui. Le deuxième point, pour amener juste une bonne nouvelle, je dirais, c'est qu'il y a quand même des balbutiements qui vont dans une autre direction. Et ceci n'est pas encore public, mais je peux le partager. Le gouvernement espagnol a décidé de mettre sur pied un comité d'experts qu'il m'a demandé de présider pour être conseillé sur une trajectoire de démocratisation des entreprises. Pourquoi ? Parce que dans le droit espagnol, dans la constitution espagnole, il y a précisément un article qui prévoit, l'article 129, l'accès aux décisions dans l'entreprise, l'accès à la propriété de l'entreprise, que cette constitution date des années 70, moment de la démocratisation de l'Espagne, et où précisément le constituant a compris qu'en fait on ne démocratise pas une société sans démocratiser son économie, et qu'il fallait une réponse au quotidien de la vie des travailleurs. Mais le néolibéralisme est passé par là. 50 ans sans rien sur ce plan. Pas de législation en la matière. En Espagne, on est à moins que la loi Pacte, si vous voulez. Il n'y a même pas un représentant des travailleurs dans les conseils d'administration. Donc, tout est à faire. En même temps, il y a une économie sociale et solidaire très forte en Espagne. Vous connaissez tous, évidemment, Mondragón. Mais donc, on a une situation aussi préfigurative, en quelque sorte, qui parle de cette autre économie qu'on voudrait voir advenir, qui est aussi là dans le pays. Et donc, voilà, il y a ce comité d'experts qui vient d'être mis sur pied. On doit remettre un rapport en septembre avec une proposition de loi. Là, il y a un gouvernement sans doute le plus démocratique, le plus progressiste, pardon, qui nous reste en Europe, qui voit l'enjeu, qui a compris qu'il fallait avancer sur la démocratisation de l'économie avant que la porte ne se referme. On verra ce que ça donne. Mais il y a donc quand même aussi des signaux dans ce moment de raidissement. Il y a aussi des initiatives qui sont en train de se prendre. Je suis d'accord avec ce que dit. Oui. Plus pratique, mais non, je suis d'accord entièrement avec ce qu'elle a dit. Après, bon, j'espère qu'il y aura un peu plus que l'Espagne, mais Oui. parce que ça va pas ce serait préférable. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais quand on avait fait le bouquin, alors personne n'est responsable de ce titre qui veut rien dire, c'est travail d'éditeur, donc la citoyenneté économique peut-elle sauver l'avenir, ce qui ne veut pas dire grand-chose, c'est quel avenir, bon bref. Mais on avait fait un travail, puisque Thomas Coutreau est là, mais on a essayé de faire un boulot qui partait de son bouquin, et qui essayait de faire une démonstration. On avait été inspiré par vos travaux pour essayer de réfléchir à la démonstration, est-ce qu'une entreprise démocratique peut faire du bien à la société ? Et on avait fait une enquête au sein des SCOP, et on avait quand même, c'est ça qui était très intéressant, découvert que dans les SCOP et les SIC, la pratique de la démocratie, d'ailleurs, après les gens y participent ou ils ne participent pas, hein, on n'est pas obligé, hein, mais fabriquer des citoyens plus doués pour le compromis et pour le dialogue dans la cité. Ce qui était intéressant, parce que ça montrait que si, effectivement, un management très vertical, un pouvoir, monopole du capital dans les entreprises pouvait fabriquer des travailleurs citoyens plus disponibles pour des thèses autoritaires dans la cité, l'inverse, en tout cas dans le travail qu'on a fait, montrait qu'une SCOP fabriquait des citoyens plus doués pour le dialogue dans une société de plus en plus polarisée. Et ça, c'est un fil qu'il faut tirer. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous vivons sous le régime des attentats à la raison tout le temps. Je parle débat migratoire, on est le symbole parfait, mais des attentats à la raison qui nous amènent parfois à nous détourner de ce que nous observons. Et ce que nous observons, c'est que oui, une entreprise démocratique ne se contente pas de
de réaliser une forme d'idéal dans l'entreprise de ce qui nous paraît être le bon moyen de permettre l'émancipation des personnes, mais qu'elle fait du bien à la cité et au-delà même de l'entreprise. Donc il y a là des éléments objectifs, rationnels, qu'il faut sans doute mieux exploiter que nous le faisons aujourd'hui dans le débat politique. On va prendre une dernière question courte, réponse courte, on est déjà en retard. Ok, bonjour, Isabelle Martin, CFDT. Alors, évidemment, je suis ardemment convaincue sur l'enjeu de la citoyenneté économique, ne serait-ce que parce que la transformation du système productif impératif, ce que disait Cédric sur la crise climatique et écologique, fait qu'on n'a pas le choix. Sinon, on va vers des ruptures de tissu social. C'est-à-dire que si les personnes qui vont perdre leur emploi ne sont pas concernées par les décisions, les transitions, on va, pour le coup, alimenter ce que vous décriviez très bien tous les deux. Moi, alors c'est une question courte, mais la réponse sera peut-être longue. En tout cas, je partage mon interrogation. Il y a quand même une spécificité. Alors, je prends le niveau européen. Il y a quand même une spécificité française de la non-légitimité des travailleurs et des organisations syndicales au sens de l'auto-organisation sur le terrain économique. Il y a une espèce de Yalta. Les patrons, ils savent, et ils ont le droit de décider. Les travailleurs ne sont pas capables d'avoir une expertise là-dessus. Bon. Et il y a des modèles, même s'ils sont attaqués, en Europe du Nord ou en Allemagne, où la codétermination démocratique était quand même... Voilà. Donc du coup, est-ce qu'il y a, de votre point de vue, un lien avec justement le côté très vertical de la démocratie française ? Enfin, voilà. Il y a quelque chose autour de ça que j'ai du mal à déboucler, mais qui me paraît intéressant si on veut faire avancer, en tout cas, le débat public en France. Ne soyons pas trop franco-français, je dirais, juste pour vous... je saisis la parole. Donc, je ne pense pas, il ne faut pas se vivre ici en France comme étant une sorte d'exception. Je crois que nous sommes face à une proposition politique qui est celle du capitalisme, qui a toujours été de s'envisager comme les détenteurs légitimes du pouvoir. Et donc, pourquoi dans certains pays, il y a eu une plus grande capacité à faire face à ça, à résister à ça, à imposer une lecture plus complexe, ben, si vous prenez le cas de l'Allemagne, justement, qui est quand même la forme la plus avancée de codétermination que nous avons au monde, en fait, et en Europe, eh bien, si la codétermination a été infligée, en fait, aux industriels allemands, c'est à cause de leur collaboration avec Hitler. Et donc, il y a une histoire politique qui explique pourquoi, à un moment, il est devenu illégitime pour eux de maintenir le pouvoir et ce monopole du pouvoir. La France est dans une autre situation historique. Je crois qu'il y a des opportunités, étant donné justement la transformation du tissu économique. Et là, par exemple, la montée en puissance de l'IA est très intéressante, parce que là, nous sommes dans un secteur d'activité où justement le génie, il est du côté des humains qui font le coding. C'est difficile de dire que le génie est du côté des milliards investis. Et donc, où une vraie discussion sur ce que j'appelle l'investissement en travail, sans lequel il n'y a pas de production, s'engage sur un tout autre, dans un tout autre contexte, parce que ces entreprises du secteur de l'IA, si vous regardez le détail, en fait, les travailleurs aujourd'hui, ces ingénieurs, demandent d'avoir du pouvoir dans ces entreprises. Mais on est face évidemment à malheureusement les tech oligarques là sont évidemment l'adversaire politique d'une vision de la démocratisation des entreprises de l'IA, parce qu'ils veulent garder le pouvoir. Mais donc il y a des opportunités, et ne vous vivez pas comme une exception. C'est une bataille et je crois qu'il se gagne aussi sur le terrain des idées, parce qu'il faut faire voir toute cette intelligence du côté de ceux qui travaillent. C'est eux qui connaissent leur métier, c'est eux qui ont l'expertise, et ça se démontre. Mais il n'y a pas qu'une question de démonstration, il y a une question de rapport de force politique, effectivement. Je ne sais pas s'il y a grand-chose à rajouter à ce qu'elle vient de dire Isabelle, hein. Non, mais c'est la raison. Donc c'est la prochaine fois, prenez des gens qui sont un peu différents, hein, parce que sinon, ça tu me diras, ça raccourcit le temps de parole de la tribune. Mais non, j'ai pas grand-chose à rajouter à ça. Je trouve que c'est très juste, et surtout le fait que après, la France, c'est la France, mais on a aujourd'hui à regarder l'offensive ou le nouveau cycle
que tente d'ouvrir le capitalisme américain comme un cycle de toute façon mondial, et donc vis-à-vis duquel il faut qu'on construise des réponses. Alors, pour commencer à l'échelle européenne, en défendant un petit peu un certain nombre de ce qui devraient être nos préférences collectives, c'est très intéressant de voir que les premiers sujets sur lesquels les Européens sont prêts à faire tomber leurs propres préférences, ou ce qui était censé être leurs préférences, c'est par exemple la directive CSRD. La directive CSRD qui a rien non plus de si c'est de si révolutionnaire que ça, mais si celle-là tombe, ça dit bien, d'abord, ça caractérise bien le cycle dans lequel nous sommes, et ça montre bien, de facto, que tout ce qui tend à civiliser l'économie aujourd'hui est un obstacle à l'épanouissement des projets du capitalisme américain. D'ailleurs, ce qui est intéressant au passage, dans le cycle que nous vivons, c'est de montrer que le capitalisme a bien une nationalité, en l'occurrence... là, il est bien américain et au service d'un agenda impérial américain. Alors, je ne dis pas que tout le capitalisme est américain, mais alors, en tout cas, là, dans la séquence que nous vivons, on voit bien qu'il y a un drapeau, quand même, qui flotte au-dessus de ce projet-là. Un grand merci Benoît Hamon, un grand merci Isabelle Ferreras. On va